sous pente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille du 22 mai 2023, où vous venez d'en prendre plein les oreilles avec Aux armes de Mélismel, encore on a raccourci le parcours, hein, et où nous allons tenter au cours de cette nouvelle émission de porter notre regard en marge sur l'un et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en hot. Ouais, salut à tous. Cette semaine, nous sommes allés visiter au musée d'Orsay l'exposition Pastel de Millet à Redon. Et ce fut une très belle découverte de constater à quel point le pastel a vraiment toute sa place comme médium à part entière lors de cette exposition où nous avons vu quand même quelques très belles pièces. Tout à fait, tout à fait. Voilà, vous pouvez nous mettre un petit mail artracaille@orange.fr. On ressent tous fois l'envie de tuer des gens. C'est normal, je crois, qu'on y pense de temps en temps. Qu'on rêve en secret de voir crever son voisin. Aucun présentateur télé se prenne un parpaing. Tant que ça reste juste une idée, rien sert d'y prêter attention. En revanche, si tu veux la concrétiser, il faut prendre tes dispositions. T'orienter vers une filière qui te permettra dans la vie d'avoir un salaire en nuisant à celle d'autrui. Sur terre, y a bien trop de gens, alors heureusement qu'il y en a dont c'est le métier d'en tuer. Si tu es du genre pressé, que tu veux voir crever les gens rapidement, ça manque certes d'originalité, mais tourne-toi vers l'industrie de l'armement. En plus tu as de la chance, tu es né au bon endroit. Cocorico, vive la France, dans le secteur on est top 3. Pour assouvir tes envies bides, tu voudrais faire durer le plaisir. Trouve-toi un CDI dans une usine de pesticides, ça met un certain temps à agir. Chaque heure pour t'endormir, tu pourras compter les bébés sans bras. Et tous les petits poumons en train de pourrir, c'est vraiment trop sympa. Sur Terre, y a bien trop de gens, alors heureusement qu'il y en a dont c'est le métier d'en tuer. Des criminels sympatoches que tu souhaites qu'avant de l'hamecer, tes victimes connaissent la boche, fait de l'alcool métier. Avant la cirrhose et cancer du foie, l'hépatite, l'AVC et la bio dans le ravin, ils auront quand même fait de super fiestas qui sans toi auraient été moins bien. Mais t'as peut-être pas envie de consacrer ta vie à tuer les gens tout le temps. Rassure-toi, il existe aussi des métiers où le faire occasionnellement. Naturopathe, garde-côte, classe policier, nice, de toute profession qui te plaît pour que tes rêves se réalisent. Fallait que ça arrive. Sur Terre, y a bien trop de gens, alors heureusement qu'il y en a dont c'est le métier d'en tuer. C'était Gidré, tuer les gens. Oui, tout à fait, chers camarades. Tout ça pour vous causer dans le poste de mon impression, de mes impressions, lors de cette balade qui nous a conduits au musée d'Orsay pour regarder, ou en tout cas tenter de regarder, ces magnifiques pastels. Au cul les musées nationaux Parigot tête de veau. Fuyez, fuyez, braves gens. Passez, passez, braves gens. Il n'y a rien à voir. Les files d'attente sont si énormes, interminables, suffocantes sous le soleil d'un après-midi de printemps parisien. Tête de chien. Rien pour s'abriter de l'humeur agressive de Phœbus. Rien non plus s'il prend à Taranis de nous faire tomber sur la hure des méga-bassines de flotte céleste. Peau de balle et balais de crin, qu'il pleuve, vente ou que l'humeur du temps soit souriante, la houle des queues n'épargne personne, et t'as beau voguer à grands coups de godille, que dalle tu coules tout doux, sous les sabots indifférents du troupeau.
qu'on pleure le temps d'avant ou ce qu'on pouvait, sans risque exagéré, glisser dans les grandes salles parquetées du Louvre, y rentrer sans se gaver la queue, le temps de l'espace, de la rigolade et des poches trouées. Qu'en plus, notre regard de mioche s'illuminait sans en être empêché par le gros pétard d'une bourgeoise pâmée devant les énormes dindes de Rubens, musclés comme les bons hommes de la Sixtine peints par Michel-Ange. Nous, on regardait, avec une sorte de dévotion amoureuse, les miniatures des peintres hollandais du XVIe et du XVIIe siècle, les bals de village et leurs accortes paysannes aux fortes poitrines et aux fesses joufflues qui gigotaient sur leurs lourdes robes. L'imagination suppléait à ces cachotteries. Et cette victoire de Samothrace, qui nous fonçait dessus du fond du hall immense de l'entrée, qu'on se demandait si c'était pour de vrai. Mais il y en avait toujours un plus hardi, plus déluré que les autres, qui franchissait l'obstacle imaginaire du marbre grec. À nous, le Louvre, ses parquets cirés et ses nudités peintes, vous imaginez? Aujourd'hui, à Pompidou, à Orsay ou au Louvre, des gamins prenant ces hauts lieux de la culture pour des cours de récré, ils se feraient pourchasser, traquer et virer manu militari par les cerbères qui surveillent que le public reste bien propre sur lui. J'ai assisté à une reconduite à la sortie d'Orsay de gamins un peu trop turbulents par ces kleps, gardiens des enfers de la culture bourgeoise, des mioches avec leurs instits échappés pour quelques heures de leur zone d'éducation prioritaire. Je ne m'en suis pas remis et puis je rechigne à me poser dans cette cathédrale bien pensante de l'art. Et pourtant, il faut y passer parfois, comme ce fut le cas ce vendredi, pour vous causer aujourd'hui dans le poste d'une expo des pastels de Millet et de gars sublimes, de la pâtée pour les cochons qu'on murmure au profond de nos campagnes, malgré une relative fluidité du parcours, alors qu'à côté, pour Manet et Degas, le monde entier s'était donné rendez-vous, s'est donné rencard, du jamais vu de mémoire chancelante de vieux cons devenus et revenus de bien des choses. Tandis que dehors, le reste du monde entier se pressait toujours pour rentrer et ne pas voir. Vive la sortie! Quoique dehors, à part le ciel qui semblait libre et laissait les nuages se balader à leur gré, sur le pavé de la ville lumière, ça grouillait et se marchait sur les pieds. J'aime Paris au mois de mai, avec ses bouquinistes et ses aquarellistes. Ça vous cause du temps oublié, d'un temps oublié, cette chansonnette. Il n'y a plus d'herche d'aquarellistes à cette heure dans les rues de Paris, qui se ferait vite fait embarquer par les chasseurs de casquettes de la police, comme barbouilleurs terroristes, après les éco-terroristes et les anarcho-terroristes, et on en passe, et des plus étonnantes encore. Dormez en paix, braves gens. Ouais. Non, vous n'étiez pas sur Radio Nostalgie, je tiens absolument à le préciser, vous êtes sur Radio Soupente, une radio militante. Voilà, donc c'était le gros coup de spleen de notre ami Robert suite à cette petite balade parisienne. Bon, il n'a pas eu de peau, le métro ne marchait pas, il s'est retrouvé largué en plein milieu du Forum des Halles pour un rendez-vous au musée d'Orsay. J'avoue que ça démarrait quand même plutôt mal. Et ce qu'on avait sous-estimé, c'est que c'était le pont de l'Ascension ce vendredi et que là, effectivement, les touristes apparemment sont revenus en masse dans la capitale. Moi-même, quand j'ai traversé la cour du Louvre, j'étais assez étonnée par la quantité de monde. Et devant Orsay, effectivement, c'est toujours un monde fou. Bon, ce qui n'a pas arrangé non plus cette petite promenade, heureusement que l'exposition était superbe, c'est qu'effectivement, nous nous sommes arrêtés dans un petit bistrot, la Frégate, qui est au coin du quai Voltaire et de la rue du Bac, pour boire un petit café allongé avant de se mettre en route. Et que la mauvaise surprise était que le café allongé était à 4 €, donc quand même un prix très majoré par rapport au prix
d'un café expresso qui, même s'il est à 3 euros, je pense que 1 euro pour 3 centilitres d'eau, c'est quand même très cher payé du décimètre cube de flotte. Et que, en plus, quand j'ai payé en réagissant violemment contre cette arnaque, j'ai donné un billet de 20 euros et je me suis aperçue que on m'avait rendu que 2 euros. Donc, quand nous sommes repassés après l'exposition, personne n'a rien voulu savoir. Donc, ça m'a quand même mis fortement en colère de m'être fait 2 fois avoir, et par le prix et par mon rendu de monnaie. Mais comme je suis assez persévérante, je fais toujours une petite déclaration sur le site de la répression des fraudes quand les choses ne vont pas bien. Donc voilà, je les ai dénoncées et j'espère qu'il y aura quelques suites, au moins qu'on leur signalera qu'il y a quand même une erreur à ce moment-là. Non, mais c'est ce qui est, pour moi en tout cas, quelque chose d'innommable, c'est cette arnaque permanente à Paris des bistrots, parce qu'ils ont plus l'habitude de recevoir des touristes qui passent et qui ne reviendront jamais, que des Parisiens du cru, voilà, qui connaissent l'arnaque et qui se gardent bien d'y aller. Et nous, pour une fois, on a oublié un peu tout ça, et ça n'a pas loupé, voilà, big bang, boom. Non seulement, comme l'a raconté ma camarade, les cafés ils avaient été mis aux enchères à 4 euros, quoi, voilà. Et puis ils l'ont arnaqué sur le rendu de la monnaie. Voilà. Elle s'en est aperçue malheureusement un peu tard, on était déjà presque arrivé à Orsay, donc après l'expo, elle y est retournée, mais bon, bref. Ouais, bon, enfin voilà. Je veux dire. Ça m'a mis en colère. J'ai simplement pu dire que c'était des voleurs devant les gens attablés aux terrasses qui m'a quand même... tous des Anglais ou des Américains ou des Allemands, donc ils n'ont rien compris à ce qu'elle disait. Mais je me suis fait quand même plaisir. Voilà, donc moi, mon presse-papier, deux petites choses. Le premier, c'est que j'ai découvert, comme quoi je passe des fois à côté de l'actualité, que pour notre 14 juillet national, il y avait tapis rouge pour Modi, qui est le chef d'État indien. Et pour mémoire, voilà, Narendra Modi, qui est le Premier ministre indien, est quand même quelqu'un d'islamophobe, de nationaliste, et comme dit le site Politiste, le dirigeant maîtrise aussi l'art de faire taire ses opposants dans un pays qui est quand même classé 161e sur 180 au classement sur la liberté de la presse. D'ailleurs, il y a le petit-fils d'Indira Gandhi, enfin de la famille des Gandhi, c'est une famille quand même assez connue dans le monde entier, qui se retrouve en prison parce que c'était un concurrent sérieux pour les prochaines élections. Voilà, donc voilà qui va venir sur nos Champs-Élysées le 14 juillet. Mais derrière, il faut préciser quand même que bien sûr, tout ça n'est que un prétexte pour vendre nos rafales au continent indien et renouer des liens avec l'Asie, et que Macron, ça ne le gêne pas plus que ça. Comme ça l'a pas gêné de recevoir Erdogan, ça l'a pas gêné de recevoir tous les dictateurs du monde qui sont tous passés sur les Champs-Élysées, Poutine et compagnie. Enfin, bref. Voilà, donc voilà où on en est. Donc on va voir ce qui va se passer, mais peut-être qu'il y aura quelques casserolades. Bon, je pense que ce ne sera pas tout à côté, mais on tient bon quand même avec nos casseroles et nos sifflets. Oui, mais ce sera un désert, il n'y aura personne pour assister à la parade du 14 juillet, enfin j'espère. Ben, j'espère, donc quel intérêt. Ça fait vraiment pays très autoritaire, quoi. Quand le président est tout seul à défiler et qu'il n'y a personne à côté. C'est pas lui qui défile. Non, enfin, c'est pas lui qui défile, mais il sera là quand même avec ce Premier ministre indien, quoi. Alors, pour contrebalancer tout ça, en fait, je suis tombée sur un article sur le site Basta, qui est la sortie de 2 tomes qui s'appelle Histoire du tabotage. C'est Victor Cachard qui réinscrit les luttes sociales dans leur histoire longue et qui justement participe à cette actualisation de ce qu'on appelle un peu l'action directe et le sabotage. Et je trouve que ce qui est intéressant, donc son livre s'appelle Histoire du sabotage, il y a 2 tomes, le 2e n'est pas encore sorti. Et aujourd'hui, où en fait il faudra avoir toujours une pensée très douce, enfin il faut surtout pas avoir des mots, voilà, faut être consensuel, il faut faire attention à tout, il faut pas déborder. Enfin, je trouve que c'est bien en fait que on reparle de sabotage, qui est quand même une manière d'agir qui fonctionne et qui n'est pas forcément faire sauter des trains. C'est vrai que dans l'esprit. Faire sauter un train, ça part. Non, mais on parle pas forcément de victimes civiles, quoi. Mais justement, quand on attaque des canalisations à la disqueuse, que la CGT Énergie coupe le jus à des élus qui soutiennent la réforme des retraites,
qu'on crame des antennes 5G un peu partout, que des activistes équipés de pince-monseigneur font le ménage dans une cimenterie Lafarge, que des méga-bassines sont lacérées à coups de cutter. Ça, ce sont des actions de sabotage qui sont pertinentes, quoi. Et c'est intéressant de parler du sabotage. Éco-terrorisme, éco-terrorisme, éco-terrorisme. Et justement, dans les cortèges contre la réforme des retraites, la foule scande des fois ce triptyque: grève, blocage, sabotage. Donc la question à Victor Cachard: c'est longtemps mise de côté la pratique du sabotage comme outil de lutte, retrouve-t-elle du souffle? Oui, et c'est tant mieux. C'est vrai que tout ce qui s'est passé là, quand Macron est obligé de parler dans la cour de l'école parce qu'on a coupé l'électricité, ou qu'ils sont obligés de transporter un bloc électrogène pour pouvoir mener à bien leur sortie, je trouve que c'est quand même assez jouissif, quoi. Mais c'est vrai que ce terme peut faire peur, justement par ce à quoi il est associé volontairement, hein, parce qu'on l'a un peu diabolisé. C'est les fabrications. Le sabotage, c'est la fabrication des sabots. Ouais, mais alors le sabotage, justement, c'est pas fabrication, c'est aussi ce qu'il dit, c'est que ça a été ce sabotage a été massivement utilisé dès la fin du 19e siècle. Et ce qu'on sait peu, c'est qu'à la fin de son 3e congrès en 1897, la CGT l'avait adopté officiellement comme tactique syndicale sous l'impulsion des anarchistes. Ça, c'est bien de s'en savoir, de le rappeler quand même. Et que ce mode d'action, comme la grève générale, est un fondement de la lutte syndicale. Alors, le sabotage est vieux comme l'exploitation des travailleurs, et effectivement, il a été pratiqué bien avant d'être mis en théorie comme tactique de lutte, et de tout temps, les exploités ont pu, chacun à sa façon, ralentir la cadence face à des exigences patronales insupportables, ou produire volontairement et discrètement un mauvais travail. Et contrairement à ce que l'on croit, le sabotage ne renvoie pas à la chaussure en bois, le sabot qui serait jeté dans la machine. C'est le nom donné au XIIIe siècle à une petite toupie en bois qui, quand elle tourne, donne l'impression d'être immobile, comme le travailleur qui fait semblant de faire du bon ouvrage. Donc, à mauvaise paie, mauvais travail, disaient les Anglais. Donc, le sabotage est d'abord une attitude défensive qui est directement liée au travail. Et c'est sous l'impulsion des syndicalistes révolutionnaires que ce terme a gagné un caractère plus offensif. Donc au début du XXe, c'est un moyen efficace pour tenir tête à l'exploitation des patrons. Par exemple, avant, il y avait des bureaux de placement, hein, ce qui est aujourd'hui des agences d'intérim. Elles ont été massivement sabotées jusqu'à ce que leur établissement soit gratuit pour les travailleurs. Et en 1909, pendant la grande grève des PTT, on a coupé les fils télégraphiques à travers tout le pays. On a brûlé des boîtes aux lettres, voilà, des actions qui sont quand même... Qui sont soigneusement cachées par le pouvoir. Voilà, et ça c'est intéressant, et pour Pouget, c'était une grève n'est efficace que si l'outil de travail est saboté au préalable pour le rendre inopérant. Donc on peut aussi faire le parallèle avec des menaces de réquisition dans les raffineries ces dernières semaines. Si l'usine est mise en panne, il devient impossible de casser la dynamique de la grève, quoi. Donc refuser d'employer le terme de sabotage parce qu'il serait trop violent ou stigmatisant, c'est se tromper sur son origine et sur son histoire. Donc voilà, je ne vais pas lire tout l'article, mais c'est ce sur quoi revient Victor Cachard pendant sur ces 2 tomes. Et je trouve que c'est important parce qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, ça reste un moyen de lutte qui peut être efficace, quoi. Tout à fait, mais là, si ça peut être efficace, j'en doute absolument pas. Mais je veux dire, les forces de la répression et Darmanin de Jardin, là, ils vont astiquer leur mousquet et ils vont bien trouver une forme d'expression pour stigmatiser, encore une fois, de plus, ces mouvements de défense populaire, parce que ça s'assimile à la défense, puisque on essaye de se défaire de ce qui nous enferme, voilà. Exactement. Et je trouve qu'on ne parle pas forcément d'aller tout casser partout, on parle simplement d'empêcher quelque chose de fonctionner quand on estime que ce quelque chose est nocif. Voilà. Et ça, c'est vraiment intéressant, quoi. Oui, bien sûr. Non, mais on a l'air de découvrir aujourd'hui des pratiques qui existent, comme vient de le rappeler ma camarade, mais moi je suis un perroquet, ça c'est ma fonction. Hein. Des pratiques qui existent depuis toujours. Je suis sûr que quand les Égyptiens construisaient leurs pyramides à la con, là, il y avait aussi des grèves, il y avait aussi du sabotage, il y avait tout. Je crois que ça n'a jamais
c'est une des vertus de l'humanité, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup, mais alors au moins celle-là, c'est de se révolter d'une manière assez régulière. Voilà. Et là, par exemple, il précise que quelques jours avant ce grand rassemblement des 2 méga-bassines dans les Deux-Sèvres, le collectif Jadot, qui est pour jardinière amatrice de débâchage et d'obstruction de tuyaux, en a débâché une autre dans les Charentes. Et dans un communiqué, ce groupe avait prévenu que ces méga-bassines seront en permanence sous la menace d'une attaque. Parce qu'en fait, ce sont des actions qui sont localisées, qui nécessitent des petits groupes d'intervention, donc qui sont moins faciles à repérer que, effectivement, que les gros rassemblements où là, on peut tabasser du manifestant, les tuer sans problème, quoi. Oui, d'ailleurs, j'avais légèrement esquissé, d'après ce que j'avais vu de doc à la télé, là, sur LCP ou la 5 ou la 3, entre la fin de la guerre de 39-45 et aujourd'hui, il y a eu des manifestations et des répressions sanglantes de la part des pouvoirs de la République, où on tirait à balles réelles sur les manifestants. Il y a eu des centaines de morts. Je répète, des centaines de morts. Et c'est pas si vieux que ça. C'est après la guerre, quand il y a eu des grandes manifs ouvrières pour protester contre l'exploitation éhontée au prétexte de rebâtir la France. Voilà. Qu'à voir effectivement les grèves des mineurs en 48. Il y en a eu d'autres. On a même employé la trompe pour leur tirer dessus. Parce que la police n'y arrivait plus, donc on a fait venir les piou-piou. Voilà. Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chéfaillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez-les, nos voix, elles annoncent la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Regardez l'exploité quand il rentre le soir, et regardez les femmes qui triment toute leur vie. Vous qui pavez sur nous, qui dites qu'on s'embourgeoise, descendez dans la mine, à 600 mètres de fond. C'est pas sur vos tapis qu'on meurt de silicose. Vous comptez vos profits, on compte nos mutilés. Regardez-nous vieillir au rythme des cadences. Pas trop, regardez-nous, c'est la guerre qui commence. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Et vous les gardes-chiourmes de la classe ouvrière, vous sucrez sur notre dos, ça ne vous gêne pas. Vos permanents larbins nous conseillent la belote et parlent en notre nom au bureau du patron. Votez, manipulez, recommencez Grenelle, vous ne nous tromperez pas, maintenant ça marche plus, il n'y a que 2 camps, vous n'êtes plus d'une autre, à tous les collabos, nous on fera la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Baladez-vous un peu dans les foyers putrides où on dort par roulement quand on fait les 3-8. La révolte qui gronde au foyer noir d'Ivry annonce la vengeance des morts d'Aubervilliers. C'est la révolte aussi au cœur des bidonvilles où la misère s'entasse avec la maladie. Mais tous les travailleurs immigrés sont nos frères, tous unis avec eux, on vous déclare la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans.
La violence est partout, vous nous l'avez apprise. Patrons qui exploitaient et flics qui matraquaient. Mais à votre oppression, nous crions résistance. Vous expulsez Kader, Mohamed se dresse. Car on n'expulse pas la révolte du peuple. Peuple qui se prépare à reprendre les armes que des traîtres lui ont volées en 45. Oui, bourgeois contre vous, le peuple veut la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de place. Le camp du peuple est notre camp. Nous sommes les nouveaux partisans. Les nouveaux partisans, Dominique Grange.